Alors pour voir l'intérêt d'un contacteur, on va déjà envisager un montage sans lui. Donc on va prendre quelque chose de simple, une structure relativement simple, un disjoncteur divisionnaire, un thermostat d'ambiance et un convecteur chauffant. Qu'est-ce qu'on connaît sur ces appareils? Le convecteur, on connaît sa puissance, 2000 watts, et le thermostat, on a le petit schéma dessous là qui indique la connexion. Donc on voit que la plupart des thermostats ont une sortie de ce type-là. On appelle ça par contact sec. Ici on a un contact qui est dans cette position-là et qui peut bouger dans celle-ci. Ici il est fermé, il peut se fermer dans cette position-là en fonction de la température. Donc on a le point commun de ce contact qui est ici. Ici on a normalement ouvert et ici on a normalement fermé. Donc en fonction de la température, ce contact va prendre une position ou l'autre. Dans notre cas, on va considérer que si la température de la pièce est supérieure à celle qu'on a réglée ici, on n'a pas besoin de chauffer, donc le contact va rester dans cette position. Si par contre la température ambiante de la pièce descend en dessous de 21 degrés, le contact qui est dans cette position va se retrouver dans cette position-là et va donner l'ordre au convecteur de fonctionner. Voilà le principe. Donc on va faire un schéma, on va faire les raccordements, donc c'est un schéma tout simple qui s'apparente un petit peu au simple allumage. Donc je prends mon conducteur de phase, que je relie à mon disjoncteur divisionnaire. Le conducteur de neutre, je fais la même chose sur le deuxième pôle. Qu'est-ce que je vais faire de la sortie ici de la phase? Je vais l'amener sur le commun du contact de mon thermostat. Donc je vais sortir en fil de couleur rouge la phase et j'amène la phase sur le commun. Alors pourquoi la phase? Parce qu'on a déjà vu ensemble que on coupe toujours la phase. L'élément de commande intervient sur la phase. Donc là, l'élément de commande c'est celui-ci, il viendra couper la phase. Le neutre en sortie de mon divisionnaire, je vais directement l'amener à mon convecteur. Donc je prends le neutre et je l'amène directement au convecteur. Maintenant, je vais sortir de mon contact de thermostat par le contact NO, puisque c'est lui qui va se fermer pour donner l'ordre au convecteur de fonctionner. Donc je vais prendre un fil de couleur différente que rouge et bleu, je vais sortir de ce contact et je vais venir commander directement le convecteur. Si on regarde le fonctionnement général, je ferme le disjoncteur, le courant va donc partir de la phase, traverser le contact qui sera dans cette position-là, revenir par la sortie du contact NO, traverser le convecteur et revenir au neutre. Donc, on se rend bien compte que le convecteur va chauffer. Pourquoi utiliser dans ce cas-là un contacteur? Alors, on va essayer de regarder un petit peu en détail les données un petit peu techniques de chacun des appareils. On voit que le convecteur qui est là absorbe une puissance de 2000 watts. Une puissance de 2000 watts, ça entraîne un courant, une intensité, grand I, égale à 8,7 ampères. Alors comment j'ai trouvé ces 8,7 ampères? C'est pas magique. J'ai divisé la puissance, ici 2000 watts de mon convecteur, par la tension d'alimentation. 2000 divisé par 230, on trouve à peu près 8,7 ampères. Ce qui veut dire que quand le convecteur va fonctionner, il va demander 8,7 ampères ici au secteur pour fonctionner. Donc ces 8,7 ampères vont venir traverser ce contact-là, traverser le convecteur et revenir au neutre. Le petit problème, c'est qu'il y a une donnée qui est très importante sur le thermostat. C'est cette donnée là. Ces fameux 5 ampères qui sont ici. Alors, je vais les mettre un peu en évidence.
Que signifient ces 5 ampères? Le constructeur certifie que le contact qui est ici, qui va donc se fermer ou s'ouvrir, peut supporter un courant nominal de 5 ampères. Au-delà de 5 ampères, si on oblige ce thermostat à couper un courant supérieur à 5 ampères, il va tout simplement s'abîmer très vite ou se détériorer relativement rapidement. Donc c'est une valeur limite qu'on ne doit pas dépasser. Le souci qu'on a ici, c'est que le convecteur a besoin d'un courant, absorbe un courant de 8,7 ampères, alors que le contact, lui, est censé en couper au maximum 5. On voit donc que ce montage-là, c'est un montage qui ne peut pas être réalisé et on est obligé de trouver un artifice, quelque chose qui va permettre de réaliser la même chose, c'est-à-dire un thermostat qui commande le convecteur, mais trouver un moyen qui permette d'y arriver. Donc maintenant, on va aborder le schéma avec un contacteur. Alors, qu'est-ce qu'un contacteur? Alors, on va déjà voir à quoi ça ressemble et on va ensuite l'intégrer dans le schéma pour voir ce qu'il va apporter. Alors, un contacteur, c'est un élément qui est utilisé aussi bien en électricité domestique qu'en électricité industrielle, à la différence qu'ils n'ont pas du tout la même apparence. Donc j'ai pris l'exemple, donc là on va parler du contacteur utilisé en domestique. C'est un contacteur qu'on appelle modulaire. Modulaire signifie que dans un tableau de répartition, qu'il a sa place dans un tableau de répartition. Donc on voit que sur la photo, que la largeur, c'est un module, hein, comme un disjoncteur divisionnaire. Il prend exactement la même place qu'un disjoncteur divisionnaire, mais évidemment, il a une fonction complètement différente. Alors, si on regarde un petit peu le nombre de connexions qu'a ce contacteur, donc on voit qu'il a 3 bornes en amont, 3 bornes en aval, qu'elles sont numérotées, 2 sont numérotées A1 et A2, et les deux autres, 1, 2, 3 et 4. Et si on regarde un petit peu le schéma qui est ici, on voit en fait que, si on le grossit un petit peu, on voit quelques symboles, des symboles qu'on connaît. Ces deux symboles-là, nous les connaissons, c'est des symboles de deux contacts. Ces deux contacts vont s'actionner en même temps. S'il y en a un qui se ferme, le deuxième se ferme exactement en même temps et réciproquement quand ils vont s'ouvrir. On voit qu'au niveau de leur représentation, ils ont une petite boule, un demi-cercle sur cette partie-là du contact. Ce demi-cercle, il indique quelque chose. Il indique que c'est un contact de puissance, ce qui signifie que c'est un contact qui peut couper un courant relativement important. Et la valeur de ce courant est indiquée ici. On sait que ces contacts qui sont là ont un courant qu'on appelle un courant d'emploi de 25 ampères. Il peut couper un courant qui circule dans un circuit de 25 ampères. On a sa tension d'emploi, on a d'autres indications qui ne nous intéressent pas forcément pour l'instant, mais c'est celle-là qui va nous intéresser, c'est 25 ampères. Dans ce symbole, on a une deuxième partie qui est ici, repérée au niveau des connexions A1 et A2. C'est ce qu'on appelle une bobine. Alors, c'est quoi une bobine? Une bobine, c'est, comme son nom l'indique, on prend du conducteur de cuivre isolé avec du vernis, on en fait des spires, des centaines, des milliers de spires, et cette bobine, si on prend les deux extrémités une fois que la bobine a été créée avec de multiples spires, lorsqu'on l'alimente, ici en 230, cette bobine qui était inerte se transforme en aimant, en électroaimant. Si je coupe l'alimentation, je lui mets plus de 230 volts entre A1 et A2 mais 0, cet aimant disparaît, la bobine devient inerte. Donc chaque fois qu'elle est alimentée, elle va produire un champ magnétique. À quoi va servir ce champ magnétique? Ce champ magnétique il va servir à venir fermer ou laisser ouvert ces deux contacts. J'alimente la bobine, elle se transforme en aimant, les deux contacts viennent se pousser vers la droite, donc se fermer. Je coupe l'alimentation de la bobine, un ressort les ramène dans leur position initiale, et ils reviennent dans cette position-là, en position ouverte. Une bobine, comme ça, de contacteur, absorbe un courant très faible. Arbitrairement, on va dire, allez,
0,2 ampères. C'est-à-dire que lorsqu'elle est alimentée, lorsque elle a 230 volts à ses bornes, un courant de 0,2 ampères, 200 milliampères, va la traverser. Le courant est suffisant pour la transformer en aimant et fermer les contacts. Voilà. Rien qu'avec ça, on en sait assez pour pouvoir comprendre quel rôle il aura dans l'installation qu'on a vu du thermostat et du convecteur. Donc ces éléments-là se trouvent à l'intérieur de ce contacteur-là. On va revenir au schéma. Voici le contacteur ici. Je l'ai représenté, donc j'ai mis sa photo. C'est pas tout à fait, c'est pas la même marque que celle qu'on a utilisée, que la photo que je vous ai montrée. Mais voilà, il y a plusieurs marques différentes. Voilà son symbole qui est à côté ici. Maintenant, on va réfléchir un petit peu à notre montage. On est bien d'accord que lorsque ce contact-là se fermera, je dois pouvoir alimenter mon convecteur. La fonction reste la même. On voit que j'ai rajouté par contre un deuxième disjoncteur. J'ai un disjoncteur de faible calibre, 2 ampères, et un disjoncteur de plus fort calibre, 20 ampères. Je vais déjà commencer par mettre de côté mon convecteur. Je ne vais pas y penser pour l'instant. Et je vais faire la chose suivante. Je vais prendre mon conducteur de phase et je vais l'amener à mon 2 ampères, à l'entrée, en amont de mon disjoncteur 2 ampères. Je vais prendre le conducteur de neutre, je vais l'amener sur le neutre de mon divisionnaire 2 ampères. Je fais exactement comme tout à l'heure. Je vais sortir de ma phase, mais au lieu d'aller comme tout à l'heure au convecteur, enfin non, je vais aller comme tout à l'heure, pardon, sur le point commun de mon thermostat. Voilà. Le neutre, tout à l'heure, le neutre, je l'ai amené à mon convecteur. Là, le neutre, vous allez voir pourquoi, je ne l'amène pas au convecteur, je l'amène sur la borne A2 de la bobine de mon contacteur. Tout à l'heure, avec le fil noir, quand il n'y avait pas de contacteur, je sortais du contact NO et j'allais directement au convecteur. Là, je vais sortir du contact NO et je vais aller directement à la borne A1 de la bobine de mon contacteur. À ce stade-là, on va réfléchir au phénomène qui va se passer. Je ferme mon disjoncteur Q1 de 2 ampères. La température ambiante descend en dessous de la température qui a été réglée sur le thermostat. Le contact là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fermer. Il va être dans cette position-là. Un courant va donc circuler, traverser le contact qui est fermé, comme tout à l'heure, mais au lieu d'aller directement au convecteur, on va à la bobine du contacteur. Qu'est-ce qui va se passer? La bobine du contacteur va se transformer en aimant et va pousser ces deux contacts-là en même temps. On a vu que la bobine du contacteur, elle absorbait un courant très faible, arbitrairement, hein, je mettrai un petit i d'ailleurs, pour montrer que le courant est plus faible, à peu près, allez, on va dire 0,2 ampères. Ça dépend du contacteur, ça dépend de plein de choses. Hein. Mais c'est pour l'exemple, hein, 0,2 ampères. 0,2 ampères, c'est un courant très faible, qui peut largement être coupé par le thermostat, puisque lui, il peut couper jusqu'à 5 ampères. Donc il peut bien couper ce courant de 0,2 ampères. Ok. Maintenant, le but, c'est d'alimenter le convecteur. Ce convecteur, je vais utiliser, pour le commander, je vais utiliser en fait ce disjoncteur qui est là. Le convecteur, il consomme un courant important, la norme dit que pour le chauffage, par tranche de 4500 watts, on doit utiliser des calibres 20 ampères. Bon. Je vais donc utiliser ce disjoncteur qui est là. Je vais raccorder, alors je vais prendre un conducteur, un fil un peu plus épais pour montrer que le courant est plus important. Je vais partir de la phase, je vais venir alimenter
l'amont de mon Q2. Je vais faire pareil pour le neutre. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire de mon conducteur de phase? Je vais aller l'amener à l'entrée d'un des contacts, peu importe lequel, hein, l'un des contacts de mon contacteur. Donc je prends un fil rouge, plus épais, pour montrer que le courant est plus important, et je l'amène ici. Je fais exactement la même chose avec mon conducteur de neutre. Je l'amène ici. La sortie de mes deux contacts, je vais tout simplement les ramener à mon convecteur. La sortie de la phase que je vais faire en noir, je vais l'amener sur mon convecteur et le neutre qui sort de mon deuxième contact, je vais l'amener à l'autre borne de mon convecteur. On voit que j'ai un circuit de courant faible et j'ai un circuit de courant fort. Je vous rappelle que ces deux contacts qui sont là sont appelés contacts de puissance et qui sont capables, pour ce contacteur qui est là, de couper un courant d'environ 25 ampères. Ben, ça tombe bien, le courant demandé par le convecteur est de 8,7 ampères, largement inférieur à celui que peut couper les deux contacts. Donc on va se retrouver avec le problème éliminé, c'est-à-dire le problème de tout à l'heure. Donc on va fermer les deux disjoncteurs et on va voir ce qui se passe. Je ferme mes deux disjoncteurs. La température ambiante descend en dessus de la température réglée par le thermostat. Le contact ici se ferme. La bobine de mon contacteur est alimentée. Elle se transforme en aimant. Les deux contacts se ferment. Le courant fort demandé par le radiateur va donc passer par ce contact-là, qui est fermé, traverser le convecteur, revenir par ce contact-là qui est également fermé, et revenir au disjoncteur, à l'aval du disjoncteur divisionnaire qui protège le circuit radiateur. Grâce au contacteur, on a réussi à adapter le thermostat qui n'était pas capable de couper le courant du convecteur. Voilà l'une des fonctions d'un contacteur utilisé dans le domestique. Adapter le courant consommé par un élément quelconque, généralement des éléments chauffants, à un élément de commande qui ne serait pas capable sinon de commander ce type d'appareil.